프랑스학 연구의 정체성 강화 및 학제적 연구의 확장을 위해 2021 한국 프랑스학회 추계 학술 대회를 개최하게 되었습니다. 올해 주제는 코로나 시대의 프랑스학, 소통, 삶, 문화의 새로운 양상입니다. 그럼 지금부터 학술 대회를 시작하겠습니다. 네, 먼저 백순국 한국 프랑스학 회장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 안녕하십니까. 한국 프랑스학회 회원 여러분들. 1년 동안 팬데믹 코로나 때문에 고생 많이 하셨습니다. 지난해에 저희가 온라인에서 만나서 이야기할 때 올해는 꼭 대면으로 만나서 같이 주제 발표도 하고 토론도 하자고 했는데 올해도 역시 코로나로 인해서 이렇게 비대면으로 인사드리게 되었습니다. 오늘 주제는 코로나 시대에 우리가 어떠한 변화 양성을 갖고 있는가. 그래서 문학 작품 속에서 혹은 영화 속에서 혹은 교육 현장에서 혹은 박물관에서 그러한 내용들을 가지고 저희들이 발표도 하고 토론을 하는 오늘 하루입니다. 그 중에서 오늘 기조 발제를 하는 그 니모즈 대학교의 자크 퐁타니 교수 기후학적인 관점에서의 제스처의 문제라든가 마스크의 기능이라든가 그 다음에 기후학적으로 사람들이 어떠한 라이프 스타일의 삶의 형식을 변화시키고 있는가에 대한 이야기를 하고 있습니다. 그래서 오늘 여러분들, 우리 회원 여러분들, 코로나가 변화시킨, 코로나가 만들어주는 새로운 삶의 문화의 모든 양상들을 한번 고민하는 시간 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 프랑스 리모즈 대학교 자크 퐁타넬 교수님께서 발표해 주시겠습니다. 주제는 팬데믹과 기후학입니다. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je m'appelle Jacques Fontany et je vais vous parler aujourd'hui de sémiotique et pandémie. Aujourd'hui, tenir sur la pandémie un discours cohérent et clairement inscrit dans les limites d'une discipline ou d'une méthode scientifique bien identifiée est devenu un défi presque intenable. La pandémie de la Covid-19, en effet, est accompagnée d'une infodémie, non seulement une multitude de discours médiatiques et politiques superposés et entrecroisés, mais surtout un extraordinaire mélange des genres, des statuts et des rôles. Les hommes et femmes politiques utilisent le discours scientifique, donnent leur avis sur sa validité pour l'exploiter ou pour le refuser. Les scientifiques donnent leur avis sur les décisions politiques et deviennent des experts qui discutent de la pandémie avec des journalistes et des gens ordinaires dans les médias. Les gens ordinaires deviennent sur les réseaux sociaux des épidémiologues en herbe et des politologues qui savent tout sur tout. Cette observation, bien sûr, est une banalité, mais une banalité destructrice qui facilite et encourage la diffusion des fake news, qui rend les décisions politiques et scientifiques incompréhensibles pour les populations. La sémiotique offre peut-être une manière d'en sortir pour deux raisons. Tout d'abord, la sémiotique est conçue pour couvrir l'ensemble des expressions et des manifestations symboliques et pratiques de l'espèce humaine, et même éventuellement des autres espèces vivantes.
Et donc, l'ensemble de ces expressions diverses et mélangées. Ensuite, elle propose pour accomplir cette tâche un organon théorique et méthodologique cohérent, ouvert et complexe, comprenant des ensembles de concepts et des méthodes bien validées. Je voudrais d'abord tracer le cadre général du scénario, c'est-à-dire ce qu'il y a de particulier à propos de la pandémie concernant les acteurs, l'espace et le temps. Ce cadre figuratif acteur, espace et temps pour la pandémie est très original et même atypique. Les acteurs sont masqués, l'espace est à la fois mondial et confiné, et le temps est suspendu entre un passé regrettable et un futur très inquiétant. Quelques mots sur les acteurs masqués. Dans les traditions les plus anciennes, dont certaines sont encore vivaces, les visages portaient un masque pour associer à un acteur humain, un être immatériel, un dieu, un esprit, un ancêtre, comme dans les rites, un être de fiction, comme au théâtre, ou un être abstrait, comme un trait de caractère ou une puissance. Le masque qui ne sert qu'à cacher le visage était limité aux situations de jeu et de loisirs, comme dans les bals masqués, aux exigences religieuses ou aux situations de clandestinité dans le cas des bandits masqués. Mais même dans ce dernier cas, le visage masqué exprime un rôle, celui du bandit. Les visages masqués dont on parle aujourd'hui sont bien différents. Le masque protège le visage masqué de la pandémie est protégé du virus, mais dans des conditions bien particulières, en présence des autres humains. Donc ce masque protège des autres et des virus qu'il pourrait transmettre, en même temps qu'il protège les autres des virus que nous pourrions leur transmettre. C'est une protection réciproque, qui ressemble à celle des masques religieux féminins, qui protègent les femmes du regard des hommes et protègent les hommes de la séduction du visage des femmes. Mais entre ces deux types de masques, une différence essentielle demeure. Le masque pandémique ne procure aucun rôle spécifique, sauf celui de la protection, alors que le masque religieux exprime le rôle de la croyante d'une religion spécifique. Ce type de masque, qui masque le visage par protection, agit comme un filtre à double orientation dans les interactions avec les autres. Mais le problème, c'est que ce filtre n'est pas spécialisé dans les virus. Il filtre une partie des intonations de la voix, la quasi-totalité des expressions de la face et les principales caractéristiques de la physionomie du visage individuel et par conséquent l'essentiel de ce qui en fait une personne singulière et reconnaissable. En résumé, les acteurs interagissent en étant privés d'une grande partie des éléments qui portent la charge émotionnelle, les intentions et les réactions dans les échanges, et même une partie des éléments de l'histoire commune entre des personnes qui se reconnaissent difficilement ou seulement après quelques minutes d'échange. La sémiotique des passions est capable de reconstituer le contenu d'un état émotionnel ou passionnel, mais seulement en exploitant des expressions du visage, des mouvements corporels, des paroles, des intonations. La pandémie et les mesures barrières suppriment une partie de ces expressions, et il en résulte qu'une fois masqués, nous devenons tous semblables à tous, nous sommes partiellement désingularisés, banalisés, fondus dans une masse indifférenciée de visages masqués. Et prouver que nous sommes semblables à autrui n'est pas en soi négatif, puisque c'est la base de l'expérience de la démocratie et de la solidarité. Mais si nous n'avons plus accès à la singularité et à l'individualité de chacun de nos semblables, nous perdons le sens des valeurs citoyennes, car l'égalité, la fraternité, la solidarité n'ont de sens que si nous sommes à la fois tous semblables en tant qu'êtres humains et tous différents en tant qu'individus. Avec leur visage masqué, les acteurs humains de la pandémie perdent donc l'essentiel du sens des valeurs de socialité. Comme tous les masques, le masque de la pandémie leur donne un autre rôle que celui de la personne individuelle, mais ce rôle unique, le même pour tous, c'est celui de la protection réciproque. Je me protège et je te protège. Nous perdons ainsi même le sens et la diversité des rôles sociaux et de la répartition des rôles. L'espace maintenant.
en particulier l'espace du confinement. Le confinement est une expérience étrange quand on est enfermé dans une zone d'accalmie au centre de la tourmente. Un havre de paix, de sérénité, au milieu d'une énorme menace. À la place d'un monde tissé de réseaux de déplacement, de multiples lieux d'activité, un monde détérioralisé, décentré, tissé de multiples réseaux, nous sommes alors dans un monde composé uniquement de cercles concentriques et fortement territorialisés. Au centre, le lieu du confinement, autour et à proximité, le cercle des déplacements possibles, mais rares, autour et plus loin, un deuxième cercle où l'épidémie se répand, mais une menace qui est encore tolérable, et enfin, le dernier cercle, celui de l'énorme menace pandémique où s'accumulent les victimes en périphérie sur la Terre entière. À ces cercles concentriques s'ajoute un autre dispositif spatial inventé pour faire face à la pandémie, celui des réseaux de communication à distance, les regroupements virtuels pour des réunions, des séminaires et des colloques. Dans ce cas, les espaces les plus lointains sont appelés, embrayés ici même, simulés tous à plat sur un même écran. Les distances les plus diverses se trouvent alors égalisées, l'espace est neutralisé, réduit à cet écran. Tout comme dans l'expérience directe du confinement, chaque participant à une rencontre à distance est le centre de son monde, sa propre personne, devant l'écran, reste le centre de l'expérience. Autrement dit, le modèle des cercles concentriques est maintenu. Ce monde entièrement égocentré nous renvoie sans doute à notre animalité, car c'est ainsi que le monde des animaux est construit. La demeure, les alentours protégés, le territoire, et tout autour, le reste du monde, en général entièrement hostile. Cette transformation de notre espace de référence n'est pas en lui-même négatif, puisqu'il nous rappelle notre origine et nos fondamentaux, mais il est évidemment une négation de l'espace globalisé et en réseau qui constitue celui du monde contemporain. Il lui est même incompatible. Qu'en est-il maintenant du temps ? Le temps de l'existence et le temps de l'expérience. Et après, que se passe-t-il ? C'est la question qui découle de la rupture temporelle provoquée par la pandémie. Avant, nous étions dans un temps où le futur était décrit comme une catastrophe planétaire possible, climatique, environnementale, économique et sociale, mais ce futur, si inquiétant, était dilué, discuté, encore hypothétique. La pandémie a brutalement procuré un ancrage temporel précis à l'inquiétude, en introduisant un maintenant qui sépare un avant et un après. Le temps de la crise, annoncé, était continu, progressif. Ces échéances faisaient l'objet de débats politiques et de controverses scientifiques. C'était un temps de l'existence qui échappait à l'expérience directe. Le temps de l'après-pandémie est au contraire celui d'un événement dont nous faisons l'expérience directe, et cette expérience sépare le temps de l'existence en deux parties opposées, voire irréconciliables. Du côté de l'avant, le moment de l'événement est vécu comme un point de départ pour remonter le temps, pour retrouver des expériences antérieures qui auraient pu ou auraient dû être des alertes, pour reconstituer les responsabilités, qu'avons-nous fait pour en arriver là ? Du côté de l'après, une nouvelle axiologie se dessine dans les premières expériences qui succèdent à l'événement. Si l'après est semblable à l'avant, on dira alors que c'est un futur réactionnaire ou seulement obsolète, une erreur ou une promesse non tenue. Si le temps de l'après est différent du temps de l'avant, alors un débat va s'engager sur les valeurs. Au nom de quoi allons-nous changer ? Et dans quelle direction, bien sûr ? La pandémie a bouleversé l'organisation du temps collectif. Yuri Lotman, sémioticien russe, a consacré plusieurs études aux effets d'un événement imprévu sur la signification du temps, mais l'essentiel de ce qu'il met en évidence tient à ceci. Ce qui ne semblait pas possible est pourtant advenu, et donc est devenu possible, et désormais on ne peut plus se conduire en s'appuyant sur ce qu'on pense qui est possible et ce qui est prévisible seulement.
car le futur, désormais, peut contenir des impossibilités. Face à cela, il faut bien penser que nous devons les inventer, les expérimenter, et pas les subir, ces impossibilités. D'un point de vue sémiotique, le futur, qui suit une explosion événementielle, est entièrement à créer. Il est bien clair que notre futur d'après la pandémie sera lui aussi guidé par d'autres déterminismes, et qui pourraient produire un futur décevant ou insignifiant. Mais le défi est posé. Si ce futur a du sens, c'est parce que nous l'aurons créé. Dans un deuxième temps, après avoir tracé le scénario général et le cadre figuratif, je voudrais examiner maintenant les formes narratives, les tendances narratives. En remarquant d'abord qu'on dispose, à propos de la pandémie, dans les discours politiques, médiatiques et en général, sur la pandémie, de 3 types de transformations. Communication, transmission et circulation. D'abord, le virus est communiqué d'un point à un autre, d'un groupe à un autre, à cause des déplacements des acteurs qui portent la maladie, humains ou animaux. Ensuite, on constate qu'en chaque lieu, sans déplacement, cette fois, la transmission élargit la zone infectée. Et enfin, quand plus personne ne se déplace et qu'on ne sait plus localiser le foyer d'infection et de transmission, alors on dit seulement le virus circule. C'est la circulation. Dans ce parcours entre communication, transmission et circulation, le virus et ses hôtes vivants changent de rôle. Dans la phase de communication, des êtres vivants, humains et animaux, sont les responsables de la communication du virus. Ils communiquent le virus comme ils communiquent des messages ou des objets. Dans la phase de transmission, on ne sait plus qui est responsable. Une sorte de force immanente, non identifiable, ça se transmet, transporte le virus d'un être à un autre. Le virus peut être disséminé dans l'air, il faut aérer, il peut être déposé sur des surfaces, il faut nettoyer les surfaces, il suffit de cohabiter pour transmettre. Enfin, dans la phase de circulation, c'est le virus, l'ennemi invisible et insaisissable, mais personnifié, qui circule partout. Il circule. Il est le responsable de sa propre circulation. Et même, il opère des mutations pour circuler plus facilement. Les acteurs humains ne sont plus responsables d'une communication du virus, et ils ne peuvent là que ralentir la circulation. C'est la phase pandémique généralisée, contre laquelle on ne sait plus que fermer les frontières, fermer les villes, fermer les habitations, fermer les institutions, pour bloquer la circulation du virus. Comme on le voit, l'actant opérateur change. Pour la communication, ce sont les humains en déplacement. Pour la transmission, une instance non identifiable. Et pour la circulation, le virus lui-même qui circule sans obstacle. La version communication est celle qui a eu le plus de succès. On a même pu lire que le virus, c'est le message. Il est vrai que l'action biologique d'un virus consiste à introduire dans les cellules vivantes un message chimique et génétique qui lui permet de se multiplier grâce au support de ces cellules, et ainsi de suite. Mais les messages que les humains communiquent par la voie des médias sont bien différents. Le codage cellulaire, par exemple, ne saurait être traduit en codage discursif et médiatique. Cette idée de la communication n'a pas beaucoup d'avenir. Une autre présentation métaphorique est apparue fréquemment. L'épidémie décrite comme incendie ou comme inondation. Que ce soit l'eau ou le feu, on imagine une origine où le feu est un foyer naissant et l'eau est une source. Puis à partir de cette origine, l'énergie du feu ou de l'eau s'étend et forme une première masse menaçante, mais encore contenue, les fameux clusters, un potentiel de menace potentielle pour une épidémie qui se généralise. La contention derrière la barrière accumule de l'énergie. Et enfin, l'énergie qui s'accumule fait déborder le feu ou l'eau. On a perdu le contrôle, ça déborde de partout. L'imaginaire de l'incendie et de l'inondation implique donc à la fois un lieu source, une énergie qui échappe au contrôle et une invasion
irrésistible. C'est cet imaginaire qui nourrit une partie des récits complotistes. Si le flux viral s'est échappé de son lieu d'origine, est-ce en raison du hasard, d'une erreur ou d'une intention? Une intention cachée, bien sûr. Ce flux qui naît, qui fait monter la pression, qui rompt les barrières et qui échappe à tout contrôle, est précisément celui de la circulation. Et la circulation est ici, dans cette métaphore, aspectualisée, c'est-à-dire segmentée en plusieurs phases où se développe un même flux d'énergie. Une phase d'émergence, une phase de contention, un moment de rupture et une phase de diffusion et d'invasion massive. Chaque forme narrative appelle des actions différentes. La communication du virus est combattue par l'arrêt des déplacements, la transmission par les mesures barrières et la circulation par les fermetures et les confinements. Du côté des formes narratives, on observe qu'on a affaire à une sorte de compétition entre plusieurs types de récits qui sont d'ailleurs liés à de grandes peurs contemporaines. Sur le fond de cette trame narrative que je viens de présenter, celle de la circulation et de l'invasion, des récits se sont construits autour de ces grandes peurs contemporaines. La pandémie engendre d'abord quelque chose qui serait le récit d'un messianisme inversé. Au lieu d'un destinateur favorable, comme dans les récits messianiques, qui apportent le salut, le bonheur ou la rédemption, ici on a affaire à un anti-destinateur qui, selon les discours et la nature, Dieu, la vie, qui se venge, qui sanctionne, qui punisse au lieu de sauver. Le récit messianique inversé permet d'imputer le caractère massif et irrépressible de la pandémie à un acte transcendant qui aurait un grief majeur à l'encontre des humains. Et maintenant, les deux grandes peurs dont je viens de parler. Les tentatives d'explication globale incriminent plus précisément les activités productives humaines, comme responsables indirects de la pandémie, par l'extension des zones de culture, d'élevage et d'habitation, par la déforestation, par le rapprochement des lieux de vie humains de zones infectées, jadis très éloignées et inaccessibles. En gros, l'explication, c'est par des contacts trop fréquents entre le monde sauvage et le monde humain. La nature se venge, Gaïa punit, c'est le récit de la grande peur écologique. Ou bien, on invente un antidestinateur occulte et surpuissant. Des forces occulte prépare l'émergence d'une nouvelle bipolarité mondiale. C'est alors le récit de la grande peur géopolitique. D'où vient le virus? Pourquoi circule-t-il plus dans telle zone du monde plutôt que dans telle autre? Qui a suffisamment d'influence pour agir en ce sens? Qui a intérêt à ce que cela se passe ainsi? Quel nouvel ordre du monde serait en train d'émerger? Etc. Voilà le contenu des questions de cette grande peur. Pour la première grande peur, l'antidestinateur est le marché et le libéralisme économique qui pousse à produire toujours plus, à traiter la nature comme une simple ressource au profit de la production, de la spéculation et des monopoles internationaux. La nature se venge. Pour la seconde peur, l'antidestinateur est une puissance qui serait dictatoriale, autoritaire, hégémonique et qui manœuvrerait pour que les autres types de régimes politiques et sociaux s'effondrent. Dans les deux cas, l'antidestinateur suscite et excite une guerre potentiellement mondiale de l'humanité contre l'humanité. Sur cette question narrative, je voudrais insister sur une alternative et en particulier sur la place de la sémiotique dans cette alternative. La bataille médicale sera probablement sans fin et de longue durée. Les innovations technologiques permettront à l'humanité d'apprendre à vivre continuellement ou périodiquement avec les pandémies virales, même si certaines sont éradiquées. Dans cette perspective, la question qui se pose est une alternative sémiotique. Premier aspect de l'alternative, si on décide que ces pandémies n'ont aucune pertinence symbolique, si on veut qu'elles soient banalisées, confondues avec les innombrables aléas de la vie quotidienne, alors il faut continuer à renforcer et à intégrer à la vie quotidienne la protection médicale. C'est par exemple le motif bien connu de la petite grippe
ou d'un équivalent plus grave des grippes saisonnières, un euphémisme qui n'était utilisé en 2020 que par les dirigeants populistes et qui, aujourd'hui, en 2021, refait surface dans beaucoup de bouches et sous beaucoup de plumes au-delà du monde des politiques populistes. Ce qui fait surface aujourd'hui, c'est la banalisation des pandémies virales. Ça circule, ça revient, il n'y a plus rien à raconter, il faudra vivre avec et s'adapter ou s'accommoder, comme on s'est accommodé de la grippe et des rhumes. Mais si on considère que ces pandémies virales ont une valeur d'événement majeur, une pertinence symbolique forte, alors là, il faut les raconter. Dans ce cas, les procédures médicales se transforment en habitude et passent à l'arrière-plan, alors que la production de récits passe au premier plan pour donner du sens à l'événement majeur en question. C'est ainsi que les récits de la pandémie et des transformations sociales ou même socio-anthropologiques se multiplient. Il faut bien comprendre que développer ces récits reste un choix, qui s'exprime notamment dans la manière dont les faits sont sélectionnés. La bataille mondiale contre la pandémie et entre les nations qui la combattent n'est plus seulement une bataille de chiffres, mais précisément une bataille à travers les chiffres utilisés entre des récits en compétition. L'enjeu, c'est celui de la prééminence narrative, voire de l'hégémonie d'un type de récit sur les autres. Les économistes utilisent une métaphore courante dans leur domaine de spécialité. La pandémie est-elle un signe noir ou un signe blanc? Autrement dit, est-elle un événement unique, brutal et imprévisible, ou bien un phénomène prévisible dont on aurait dû comprendre qu'il est périodique? Et bien sûr, pour les économistes, il s'agit des crises économiques qui sont traitées de signes blancs ou de signes blancs. Mais la distinction peut s'appliquer aux pandémies. La question est aspectuelle. A-t-on affaire à une occurrence unique ou bien à une série à anticiper? Les récits induits par chacun de ces modèles sont bien différents. Dans le cas du signe blanc, l'événement périodique, on est dans un régime de prévisibilité avec une promesse de banalisation. Alors que dans le cas du signe noir, l'événement unique et brutal, la pandémie ne peut plus être située dans une série. En tant qu'événement brutal et unique, chacune des pandémies est imprévisible, et donc il faut en construire le sens autrement et le plus vite possible. J'examine maintenant l'évolution de la hiérarchie des valeurs avec la pandémie. D'abord, la question de la santé comme valeur. Le débat intellectuel, tel qu'il s'exprime en temps de pandémie dans les médias, s'est focalisé durablement sur cette hiérarchie entre les valeurs. Par exemple, la santé opposée à l'économie, à la production, au travail, à la consommation, au loisir. Faut-il mettre la santé par-dessus tout, plus haut que toutes les autres valeurs? On remarque aussi, par ailleurs, que des valeurs de soins, le care, ou de solidarité, reprennent le dessus sur les valeurs de concurrence et de compétition. La pandémie aurait donc des vertus, je dirais, de questionnement axiologique. Elle nous ramènerait vers des valeurs humaines ancestrales, elle interrogerait notre hiérarchie des valeurs quotidiennes, et elle nous mettrait face à ces valeurs qui ont permis à notre espèce de vivre, de perdurer. Mais si la santé devenait une valeur suprême, ce serait une inversion dans la hiérarchie de tous les systèmes axiologiques de nos civilisations. Car la santé est toujours une des conditions de base pour la mise en œuvre de la plupart des autres valeurs, mais pas une valeur qui dirige tous les autres, qui les domine, même qui peut servir à sélectionner les autres valeurs. Dans la résurgence et le développement partout dans le monde de valeurs alternatives, comme la solidarité, l'entraide, le dévouement, le sacrifice, mais aussi la multiplication et l'expérience de nouvelles formes de socialité, la santé n'est pas un critère de choix. Elle n'est qu'une condition, elle n'est pas le but ultime de la civilisation et des sociétés, et la pandémie est justement l'occasion de la remettre à sa juste place. Les civilisations humaines ne peuvent pas seulement se consacrer à protéger la santé.
dans l'ensemble des pratiques transversales qui caractérisent les sociétés humaines, la protection est l'une d'entre elles, mais elle ne l'emporte pas dans aucune civilisation sur les autres. La pandémie permet aussi de faire de nouvelles expériences, comme faire son pain, faire ses pâtisseries, faire ses aliments, ne plus s'alimenter avec l'industrie alimentaire. On apprend à marcher, à courir, à chanter, à faire de la musique ensemble. Donc les valeurs de proximité du fait à la maison, du fait avec les voisins, deviennent même plus que des valeurs, elles deviennent des expériences qui débouchent sur l'espérance d'autres formes de vie. Alors, toujours dans les valeurs, la question de la vérité comme valeur. La pandémie, à l'occasion de la compétition narrative, et aussi à propos de tous les motifs clés que sont les masques, les vaccins, les confinements, les décrets d'état d'urgence, les contrôles, le pass sanitaire, a donné à la question de la vérité et à ses contrefaçons une ampleur exceptionnelle. La compétition narrative est en effet en elle-même un encouragement à inventer et à diffuser des récits alternatifs, et la frontière entre les récits qu'on appelle complotistes et les autres est bien souvent difficile à tracer. Pour participer à la compétition narrative, il faut convertir des phénomènes quelconques en des faits objectifs, il faut valoriser ces faits, et en fait, la manière de valoriser les faits est extrêmement diversifiée. Car pour établir la vérité des faits, on doit choisir l'instance qui garantit cette vérité. Est-ce l'expérience subjective de chacun? Est-ce l'opinion socialement dominante? Est-ce la massification de la diffusion sur les réseaux sociaux? Est-ce l'autorité politique qui est la référence? Est-ce l'autorité des personnalités scientifiques? Est-ce que ce sont les règles et les procédures de l'expérience scientifique? Ou bien est-ce qu'il s'agit des connexions intuitives ou imaginaires? Par exemple, l'anthropisation des milieux dits sauvages expliquerait le transfert des virus entre les animaux et les humains. Mais la consommation d'animaux dits sauvages par les humains, installés depuis des siècles en Asie ou en Afrique, ne résulte pas d'une hypothèse d'anthropisation récente. Ça fait très très longtemps qu'on y consomme des animaux sauvages. La connexion narrative qu'on en attend ne fonctionne pas ici. Et de fait, aujourd'hui, l'hypothèse du pangolin semble presque abandonnée, remplacée par d'autres hypothèses, comme celle des visons d'élevage chinois et bien d'autres encore, sans nul doute. On voit que les risques encourus, si on participe sans précaution à cette compétition narrative, sont graves. Comment les contrôler? Ma réponse, c'est par la navigation sémiotique. On peut constater, à travers les quelques exemples que j'évoque, que les récits ne sont pertinents, y compris dans une perspective de compétition et de quête de l'hégémonie narrative, que si leurs auteurs sont en mesure de naviguer, d'aller et venir entre les observations sociologiques, politiques, économiques, ethnographiques, etc., de naviguer entre les différentes manières d'établir les faits, subjectives, celles de l'opinion, celles de la politique, celles des scientifiques, etc. La compétition narrative est vaine et insignifiante si les uns s'enferment dans leurs expériences subjectives, les autres dans l'universalité de la science expérimentale, d'autres encore dans l'opinion la plus largement diffusée, etc. Le principe de navigation sémiotique voudrait au contraire que l'on puisse librement confronter toutes ces manières de valoriser des faits et les parcourir pour les superposer. L'enjeu, c'est de produire des récits qui respectent globalement la diversité de l'humaine condition. La conséquence, c'est que la valeur de la vérité repose sur la possibilité de naviguer d'une instance de référence à l'autre et de traduire chaque sorte de vérité en d'autres sortes de vérités. La valeur de la vérité, c'est son mouvement de transposition et de traduction. J'aborde maintenant mon quatrième point, qui est celui des
la question des distances dans la pandémie. Et la question des distances en sémiotique, elle est travaillée par ce qu'on appelle la proxémique. Donc, d'où le titre Proxémie et pandémie. Alors, pourquoi des bulles? Eh bien, je vais m'expliquer. Des bulles sémiotiques. Je raconte 2 expériences que j'ai vécues en temps de pandémie. La première, d'abord. Au tout début du confinement, j'ai accueilli un artisan dans mon jardin pour un projet de travaux. Nous nous connaissions depuis longtemps. À 2 ou 3 mètres l'un de l'autre, nous nous saluons, nous échangeons, d'abord un peu gênés, puis de manière progressivement plus tendue à propos de ce projet. Le moment de gêne est à l'évidence un moment de déstabilisation et de réglage. Nous sommes face à face, les bras ballants, à distance, nous ne savons pas dans quelle direction regarder, nous hésitons sur le ton et sur la force et l'intensité de nos paroles, de la voix, et ensuite nous mettons fin à cette première phase en nous dirigeant l'un derrière l'autre vers le lieu des futurs travaux, mais nous sommes là presque silencieux, toujours situés à 2 ou 3 mètres l'un de l'autre. Le réglage, on le voit, est un compromis. Parvenu ensuite au but du déplacement, nous nous rapprochons à un peu moins de 2 mètres, mais toujours quand même à distance, et côte à côte, et nous échangeons avec le même ton et la même hauteur de voix que nous étions face à face, en regardant le lieu où doivent se dérouler les travaux. La première question qui vient à l'esprit, c'est le rôle de la distance. Est-ce que c'est le déterminant fondamental? Vous avez bien compris que dans les 3 moments, la distance était pratiquement toujours la même. À l'égard de la gêne physique, de la gestualité hésitante, c'est évident que la distance n'y est pour rien. La décomposition des rituels de prise de contact est induite par une mesure barrière. À l'égard de la gêne vocale et verbale, la distance semble plus jouer un rôle parce que nous ne savons pas comment poser notre voix pour une conversation interpersonnelle si elle est à plus de 2 mètres. Le réglage progressif introduit pourtant une autre variable. Les postures d'interaction. D'abord face à face, ensuite l'un derrière l'autre et enfin côte à côte, sans changement de distance. Dans le face à face, notre échange verbal est hésitant, parce que nous ne savons pas encore si nous partageons la même bulle conversationnelle ou si nous restons chacun dans la nôtre. Dans le déplacement en ligne, le mouvement partagé se substitue à l'échange verbal. Lors du côte à côte, enfin, nos regards sont dirigés vers le même lieu, qui est aussi l'objet de notre conversation. Nous sommes bien alors dans la même bulle conversationnelle. Il est clair que les distances sociales ne sont pas les variables pertinentes de ces interactions en situation de pandémie, malgré tous les discours qui ont été prononcés sur cette notion de distance sociale, notamment par les politiques. Les variables pertinentes sont des bulles pratiques, des bulles dont la forme et la taille doivent être adaptées à chaque pratique. Ici, on a une phase de salut, mais la bulle n'est pas adaptée. Une phase de déplacement en commun, la bulle partagée semble convenir, et enfin une phase de conversation face à face, côte à côte, face à un site, et à propos de ce site, et là, la bulle conversationnelle semble parfaitement convenir aussi. Deuxième expérience. Juste à la fin du premier confinement en France, lors d'un court séjour au bord de l'Atlantique, je me retrouve dans une file d'attente dans un marché couvert. J'ai déjà observé que les 2 tiers des clients ne portent pas de masque. J'ai déjà identifié un couple, un père et sa fille, qui ne cessent d'aller et venir dans les files d'attente, de toucher les produits, de manifester globalement leur indifférence ostensiblement provocatrice à l'égard des précautions sanitaires. Dans la file où j'attends, la jeune fille se retrouve derrière moi, et son père derrière elle. La fille est volubile, exubérante, elle bouge beaucoup, elle parle sans cesse, et elle raconte un épisode récent à son père, assez fort pour que tout le monde autour l'entende. Je sens les déplacements d'air dus à ses gestes et au mouvement de sa chevelure. Je sens son parfum, alors je fais un pas en avant, au risque de me rapprocher de la personne qui est devant moi, mais qui est beaucoup plus tranquille. La fille derrière fait 2 pas en avant, en continuant à parler de plus en plus fort et à s'agiter.
elle se retrouve à quelques dizaines de centimètres derrière moi. Là aussi, la distance n'est pas la variable pertinente, car la gêne éprouvée est à la fois plus complexe et bien autre chose que spatiale. Il s'agit surtout de la superposition entre au moins deux scènes pratiques différentes et deux jeux de rôle discordants. D'un côté, je suis aspiré dans une scène où je n'ai aucun rôle possible, j'entends des propos qui ne me sont pas destinés, je vois et je sens ce que je ne voudrais ni voir ni sentir, je suis un témoin involontaire et transparent qui s'efforce de s'extraire de la scène. Et d'un autre côté, je m'efforce de maintenir une scène de protection, une bulle de protection sanitaire, mais je n'en contrôle ni la forme ni le volume. À tout moment, sur les côtés et surtout derrière, cette bulle s'aplatit, se réduit. Impuissant à maintenir le volume et la forme de la bulle de protection, je me sens piégé et je suis tenté de fuir le marché. Les éthologues ont montré que le confinement d'une population d'animaux entraîne un dérèglement total de toutes les pratiques de base, alimentaires, parentales, sexuelles, etc. Dans ce cas, le dérèglement des pratiques n'est pas une affaire de distance du tout, mais une affaire topologique bien plus subtile, puisque chaque type de pratique exige une topologie spécifique, un espace en 3 dimensions, dont la forme et les mensurations sont adaptées à ces pratiques, et même qui les rendent possibles. Ces topologies sont des bulles sémiotiques. Ce dont nous faisons l'expérience dans la pandémie, c'est d'un conflit entre des bulles incompatibles. L'espace des mesures barrières détermine la forme et la taille d'une scène type unique, celle qui permet à la fois d'interrompre la circulation du virus et de trier ensuite l'ensemble des activités pratiques en 2 ensembles. D'un côté, celles qui peuvent être exercées en respectant la scène pratique type, et de l'autre, celles qui doivent cesser ou être reportées. Le cœur du problème, c'est toujours la scène pratique et la forme et la taille et l'organisation de la bulle où elle peut s'exercer. La scène pratique pandémique impose une forme et une taille de la bulle pratique moyenne, et toutes les activités qui ne peuvent pas entrer dans les formes et les limites de cette bulle sont impraticables, exclues ou pratiquées dans l'inconfort. La proxémique est une partie de la sémiotique qui a été développée par Edward Hall il y a longtemps, dans les années 1960-70. Son point de départ était l'existence et la nécessité d'une bulle personnelle distincte de la peau. La bulle peut se multiplier ensuite en plusieurs zones concentriques selon le type de pratique et d'interaction. La bulle est irrégulière, dit-il, elle est déformable. Sa forme et sa taille dépendent de la nature des interactions qui s'y déroulent, des actions de coopération, de compétition, des activités parallèles, par exemple, requièrent des organisations spécifiques différentes. La représentation graphique que Edward Hall avait choisie était constituée non pas de distances, mais de cercles et de sphères concentriques. J'ajouterais que le modèle d'Edward Hall pour la proxémique n'est pas un modèle de la communication humaine et de ses distances, mais un modèle d'abord qui était celui de la territorialité animale, et donc aussi humaine. Ces références aux éthologues sont très nombreuses. Et il évoque, par exemple, pour fonder l'idée de ce qui sera appelé de manière un peu réductrice les distances proxémiques, il rappelle l'existence pour chaque être vivant d'un biotope. La forme et la taille du biotope sont déterminées par les pratiques vitales majeures. Les animaux et les hommes ont besoin, au stade critique de leur vie, de volumes spécifiques d'espace pour pouvoir jouer les différentes scènes qui ponctuent l'exécution de la plupart des actes importants de l'existence. On voit que les actes importants se réalisent dans des scènes qui elles-mêmes sont enveloppées dans des volumes. La bonne forme de ces volumes est la condition pour que le cours d'action s'accomplisse entièrement. Si le volume n'est pas adéquat, l'enchaînement pratique du cours d'action est perturbé ou interrompu. La proxémie en temps de pandémie exploite, elle aussi, ces bulles sémiotiques. Et une bulle sémiotique, c'est une enveloppe protectrice et filtrante, c'est un domaine engendré à partir d'un centre, c'est un domaine orienté
qui a plusieurs faces, devant, derrière, à côté. C'est un contenant qui peut se multiplier en plusieurs enveloppes concentriques, et c'est le lieu dont la taille, la forme et l'organisation interne est spécifique et à la condition d'un seul type de pratique. Je vais terminer avec la question de l'influence sur les comportements. L'action des gouvernements en temps de pandémie sur les gouvernés consiste-t-elle à informer, à manipuler ou à inciter? Et bien sûr, je vais évoquer les nudges, ces dispositifs d'intervention qui permettent d'influencer les comportements. Dans une situation pandémique que les pouvoirs publics ne maîtrisent pas bien, où ils ne peuvent pas anticiper, où ils sont surpris tous les jours ou toutes les semaines, le nudge a été abondamment utilisé. Il fallait gouverner au jour le jour, et l'urgence était toujours là. Les nudges étaient la solution, car ils agissent directement sur les comportements, sans passer par l'information et la persuasion, sans mobiliser la réflexion et la compréhension des citoyens et des usagers. On a observé une véritable prolifération de nudges visant à la modification et au contrôle des comportements sanitaires, surtout. Au cours des années 2000, l'économie comportementale nord-américaine a inventé une nouvelle manière d'agir sur les comportements collectifs. Cette nouvelle manière, c'est les nudges. Richard Thaler, qui a été prix Nobel d'économie pour cela, Cass Sunstein, qui est un juriste qui a été conseiller d'Obama à la Maison-Blanche, sont les inventeurs des nudges. To nudge, en anglais, c'est donner un petit coup de coude, complice, encourageant, à un citoyen ou à un usager, au moment où il doit choisir, au moment où il doit agir. Un nudge est un moyen pour inciter en douceur à adopter un comportement pratique considéré comme souhaitable, dans le cadre, par exemple, d'une politique publique existante. On utilise des nudges, par exemple, pour vous inciter à ralentir sur la route si vous ne tenez pas compte des panneaux de signalisation, ou bien à monter à l'étage par un escalier qui va vous faire de l'exercice, plutôt que par un escalator qui vous porte, à jeter vos déchets dans une poubelle, plutôt que sur le trottoir, sous les pieds de tout le monde, à faire le don de vos organes, à épargner pour votre retraite, à manger des légumes, etc. Bon. Dans tous les aspects de la vie quotidienne, il y a des nudges possibles et des nudges qui sont mis en œuvre. Influencer ses concitoyens pour leur bien et en douceur, sur les lieux mêmes de l'action, c'est quand même les manipuler, mais sans compromettre leur liberté de choix. L'influence et la manipulation sont des opérations sémiotiques qui consistent à faire faire. Les nudges sont des dispositifs sémiotiques qui visent à faire faire, mais surtout à faire faire autrement. Partout dans le monde, on cherche à faire en sorte que les citoyens fassent autrement. Et en temps de pandémie, j'ai l'exemple d'un nudge assez étonnant. Lors du premier confinement, l'une des questions décisives était le maintien des activités indispensables à la vie quotidienne de la population. Il était impossible, comme en Chine par exemple, de militariser le confinement et l'approvisionnement de tous les foyers. Et pourtant, il fallait quand même faire en sorte que les travailleurs exposés au public et donc à la contamination par le virus, que les transporteurs routiers, les hôtesses de caisse, les personnels des hypermarchés n'utilisent pas leur droit professionnel légal de retrait face au risque d'infection. Puisque la loi empêche de les contraindre à travailler en cas de danger, comment les inciter à continuer à travailler quand même? La solution, c'est un nudge. Et ce nudge est celui dans le discours du président Emmanuel Macron du 13 avril 2020 de la métaphore de la guerre. Il s'adresse en français en faisant la liste de tous les différents corps de métiers, médecins, pompiers, infirmiers, agriculteurs, enseignants, chauffeurs, routiers, caissières, etc., qui sont indispensables au maintien de la vie quotidienne et qui, dit-il, compose les différentes lignes de front engagées dans la guerre contre la pandémie. Il y a une guerre avec plusieurs lignes de front, chacune a une mission spécifique à accomplir.
La première ligne, c'est celle des soignants. La deuxième ligne, c'est celle des transporteurs routiers, des hôtesses de caisse, etc. Celle qui est en soutien de la première, parce que les soignants ne pourraient être efficaces si le reste du pays se figeait complètement. Donc, la deuxième ligne de front, sa mission, c'est de continuer à travailler. L'exemple permet de préciser le cadre dans lequel on conçoit et on met en œuvre un nudge. Il y a un comportement souhaitable dans l'intérêt général. Ce comportement est confronté à d'autres comportements possibles. Par exemple, le droit de retrait. Là, il faut choisir entre continuer à travailler ou se protéger contre l'infection. Ce choix doit rester libre, parce que face au retrait qui est un droit légal, un droit du travail, le nudge doit redonner du poids et de l'attrait à l'autre branche de l'alternative, c'est-à-dire la continuation de l'activité. Et enfin, ce nudge doit fonctionner au plus près de l'action à accomplir, c'est-à-dire, si possible même, pendant que l'action s'accomplit. Et jamais les caissières et les caissiers de supermarchés n'avaient été traités ainsi par leurs clients comme des héros et des héroïnes du quotidien. Sur le même principe, de nombreux nudges ont été mis en place pour l'application des mesures barrières, pour le maintien des distances dans les espaces publics, pour le port du masque, et plus récemment pour accélérer la vaccination. Aux États-Unis, par exemple, le président Biden, en tête, a été très inventif, et les gouverneurs aussi à cet égard. On proposait d'offrir aux candidats à la vaccination des bières, des bons d'achat, des sommes d'argent, des cadeaux divers, et même je crois qu'on a pensé à leur offrir des armes. Tous ces nudges mettent en évidence un principe de base. Étant donné un choix à faire entre au moins deux comportements, le nudge doit déséquilibrer cette alternative, ce choix, et faire peser son intervention sur l'une des branches du choix, de manière à attirer l'attention sur une alternative qui n'était pas encore identifiée. La pandémie a inspiré un autre nudge bien plus complexe et problématique, celui du pass sanitaire. Là, le comportement attendu était celui de la vaccination contre la Covid-19. Il faut en plus non seulement que le choix soit individuel, mais il faut en plus qu'il soit massif, collectif, puisque l'objectif principal, c'est de parvenir à l'immunité collective, c'est-à-dire aux alentours de 90% de vaccination de la population. Les comportements alternatifs à la décision de se vacciner sont le refus, l'hésitation, l'attente, la négligence. Dans le domaine de la vaccination, l'obligation est possible, mais très difficile à mettre en œuvre, parce que elle subit un long parcours législatif, et ce long parcours législatif est inadapté à une situation d'urgence. En outre, c'était inapplicable pour une autre raison, cette vaccination obligatoire, parce que il est impossible de contrôler sur l'ensemble d'une population qui est vaccinée et qui ne l'est pas. Et donc, il fallait prendre un biais, un nudge. Pour être applicable, une obligation légale exige une méthode de contrôle. En France, c'est une autre obligation qui fournit l'obligation de la vaccination pour les jeunes enfants. Ils doivent aller à l'école, c'est obligatoire, et pour aller à l'école, il faut être vacciné. Mais la cible principale des vaccins contre la Covid-19 ne va plus à l'école, car sa moyenne d'âge est d'environ 70 ans. Donc il fallait identifier des situations et des activités auxquelles ces citoyens avaient envie d'accéder, des situations de loisirs, de plaisir, restaurants, salles de spectacle, salles de sport, fêtes collectives, et leur imposer le pass sanitaire comme mode d'accès obligatoire à ces activités. Aller au restaurant, aller au spectacle, participer à un rassemblement festif deviennent des alternatives explicites impliquant une condition explicite. Avec le pass sanitaire, on peut, sans le pass, on ne peut pas. On peut encore obtenir le pass sanitaire grâce à un test PCR négatif, mais à partir du moment où les tests deviennent payants et coûteux, le choix de ne pas se faire vacciner devient plus lourd à assumer, et on réduit alors peu à peu le choix
Avec vaccin, on peut accéder à ces lieux. Sans vaccin, on ne peut pas. Il faut noter pour bien comprendre qu'il s'agit d'un nudge, d'une incitation, et pas d'une contrainte, que les autres activités qui, elles, sont obligatoires, nécessaires ou inévitables, ne sont pas soumises au pass sanitaire. Par exemple, les lieux où on s'éduque, les lieux où on achète des produits du quotidien, les lieux où on travaille. On ne demande pas le pass sanitaire aux étudiants à l'entrée des amphithéâtres en France. Mais en revanche, si cet amphithéâtre est utilisé pour une activité culturelle, ou une réunion festive, ou même un colloque, alors il faut le pass sanitaire. Pour les activités non obligatoires, non indispensables, les individus font un choix, fréquenter ou ne pas fréquenter ces lieux, s'adonner ou ne pas s'adonner aux activités qui s'y déroulent. On voit bien que le nudge restreint une part de liberté individuelle en mettant en balance le poids respectif d'une réticence à la vaccination et d'une envie de loisirs et de culture. Et c'est bien ça qui a motivé les manifestations, parfois violentes, qu'il y a eu en Europe et dans d'autres pays, contre la vaccination et contre les passes sanitaires. Mais ce qu'il faut voir à cet égard, c'est que c'est la même chose pour tous les nudges, sans exception, et pas seulement ceux pour la pandémie. Quelque chose dans la proposition constitue une pression très forte qui réduit considérablement la liberté du choix. Dans une alternative, où il y a des choix multiples, la liberté de choisir n'est entière que si toutes les branches du choix ont au départ le même poids. Avant le choix individuel, c'est l'individu qui fait peser plus telle branche ou telle autre, s'il est en totale liberté. Et c'est ça la liberté pour l'individu, à opérer lui-même la pondération des différentes branches du choix. Si la pondération est déjà faite par une institution, en l'occurrence par le gouvernement, avant l'individu qui doit choisir, sans lui, évidemment que sa liberté de choix est bien moindre. La situation pandémique, la pression de l'opinion publique, l'urgence sanitaire, la panique politique sont précisément des tests pour les nudges. Des tests d'authenticité politique, respectent-ils ou pas la liberté individuelle, des tests d'efficacité pragmatique, sont-ils durablement efficaces, etc. Ces tests sont décisifs quand on s'intéresse aux nudges, car ce sont leurs trois caractéristiques principales, qui sont mises à l'épreuve. Ménager une liberté de choix, être efficace dans une durée délimitée, et intervenir discrètement, si possible, sans provoquer de débat public. J'en viens à ma conclusion qui sera brève. En beaucoup de domaines, la pandémie a été un révélateur qui a permis d'évaluer l'état de nos sociétés et je dirais même la situation sémiotique de nos pays, de nos valeurs et de nos vies quotidiennes. Les nudges de la pandémie permettent par exemple de mettre à l'épreuve notre conception de la liberté. Pour empêcher la communication du virus, on interdit aux citoyens de se déplacer. Pour diminuer la transmission, on les oblige à porter un masque. On les incite à se désinfecter les mains. Pour freiner la circulation, on les empêche d'accéder aux lieux publics qui sont fermés. Pour inciter à la vaccination, on s'appuie sur des désirs, des souhaits, et on ajoute une condition qui donne la possibilité d'accéder aux lieux concernés ou l'impossibilité si on n'a pas le pass sanitaire. Pour les gouvernements démocratiques, l'ensemble de ces modalités d'action ont été une véritable épreuve, un test. Et pour les populations, aussi un test de citoyenneté. La multiplication des manifestations et des protestations violentes contre la vaccination et contre le pass sanitaire montre bien qu'une partie de la population préfère la liberté individuelle absolue et à tout prix à la vie en communauté et à un régime démocratique avec des valeurs partagées. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face. Le risque politique d'une biodiscrimination et d'un pilotage des catégories sociales par la biologie reste entier, notamment à travers un pilotage des droits d'accès à des lieux publics en fonction de l'état de santé de chacun. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes réflexions sur la pandémie. Bonne journée.